Merci Georges Apergis de nous recevoir ici, chez vous, à Paris, pour cet échange que nous avons programmé dans le cadre de la journée d'études du département de psychanalyse de Paris 8, intitulée « Notre tragique ». Pour introduire cet échange, nous aimerions parler de la dimension politique de votre œuvre et de la référence au tragique. Alors je prends deux exemples. D'abord, vous avez fondé l'ATEM, l'atelier théâtre et musique à Bagnolet dans les années 70. Il s'agissait de travailler avec les gens des quartiers sur le théâtre musical. Et dans ce contexte-là, vous étiez notamment appuyé sur Antigone pour l'élaboration de ces ateliers. Et puis je pense également à votre œuvre toute récente, Migrants, où la tragédie humaine est au centre. Il y a certainement beaucoup d'autres œuvres d'ailleurs dont on peut parler. Mais voilà, ma question c'est comment la tragédie dans sa dimension politique inspire-t-elle votre musique ? C'est comment raconter notre monde d'aujourd'hui, ça veut dire le tragique aujourd'hui en fait. Parce que la tragédie se déplace forcément dans différentes couches de société, dans différents pays aussi. Et je pense que c'était important, par exemple, de réveiller chez les gens à Bagnolet, puisque vous parliez de la thème, de réveiller un peu des sentiments qui étaient enfouis en eux, ou des choses vécues, et qu'on ne sort pas facilement, parce que finalement, tout ce qui est tragique, on a tendance à l'enfouir et à l'occulter un peu, à l'oublier pour pouvoir survivre, quoi, pour pouvoir vivre. Et donc, c'était un atelier qui était adressé à des enfants, d'un côté, et à des vieux de l'autre côté. Et c'était donc raconter l'histoire d'Antigone aux deux groupes, et en parler, et voir avec eux, en faisant cet atelier, semaine après semaine, qu'est-ce qui sortait de là. Et là, il y a eu deux choses complètement différentes. Les enfants, comme c'était des enfants, la plupart maghrébins, en tout cas venant de l'Afrique du Nord, enfin les familles venaient de là, il y avait la césure de la mer entre notre pays ici et puis le pays d'où elle venait. C'était beaucoup de filles d'ailleurs qui ont vu Antigone comme une sorte de grand monstre, capable de tout, une grande force, avec beaucoup de dieux, beaucoup de possibilités, beaucoup de pouvoir, et qui pouvait traverser la mer, justement, qui pouvait faire des choses extraordinaires. Et donc c'était un personnage plutôt fétiche, hein, comme une espèce de talisman, quoi, qui faisait qu'on pouvait faire des choses surhumaines, presque. Et par contre, chez les vieux, c'était la guerre. Donc c'était la guerre, l'occupation allemande, ceux qui ont été en Allemagne comme prisonniers, ou comme travailleurs forcés, enfin bon. Avec des chansons, eux, ils avaient des chansons par contre, ils avaient de l'époque. Et donc, voilà, c'était deux façons de voir cette tragédie qui, en fait, sublimait le personnage d'Antigone comme pouvant tout. Et de l'autre côté, la tragédie de la guerre, vraiment, donc là, avec l'humour du vieux qui a eu cette expérience et qui mettra le temps à passer. Et du coup, il y a de l'humour qui est revenu, comme si c'était de bonnes histoires à raconter, en fait. Voilà, c'était... Alors, pour finir avec tout ça, les enfants ont écrit des textes. Et puis, les vieux ont raconté des histoires. Et avec ça, on a fait un spectacle, mixant le texte d'Antigone avec des extraits de ce qu'ils ont proposé comme texte. Et ça faisait un spectacle très comme un prisme, quoi, où ça tournait tout le temps autour de ce personnage d'Antigone. Quelqu'un qui résiste à... Oui. Ouais. C'est comme un pôle de résistance, quoi. Voilà. Et la place de la musique ? Ah ben c'est la musique qui faisait que tout ça fonctionnait, en fait. Parce que c'est
C'est le système, enfin, c'est ma façon de faire avec la musique, c'est-à-dire que c'est la musique qui distribue les choses, les actions, les gestes, les textes aussi. Et donc c'est la musique qui est le moteur, quoi, disons, qui est le distributeur, de mixeur aussi, de tout ce qui est théâtral. Voilà. Et pour Migrants? Alors pour Migrants, c'est une autre histoire, parce que ça, c'est vraiment une tragédie d'aujourd'hui. C'est très compliqué d'en parler, parce que c'est d'aujourd'hui. Ça veut dire que pendant que vous écrivez, il y a des gens qui se noient. Enfin, c'est en même temps, quoi. Donc c'est très brûlant, c'est très difficile d'en parler. Difficile de faire de la musique avec de l'art, quoi, comme on dit. Avec la souffrance humaine, quoi. C'est-à-dire comment ne pas parler de ça pour émouvoir le public, parce que je crois que c'est important que les gens soient émus par ça, mais que ça ne ressemble pas à un paquet cadeau avec la souffrance qu'il y a là, quoi. Donc, j'ai beaucoup hésité, je travaillais pas mal sur des textes, des textes de transcription, de témoignages de migrants eux-mêmes. Et puis c'était trop brûlant, c'était trop... Je ne pouvais pas intervenir dans ces paroles-là, je me sentais complètement à la fois ému et à la fois incapable de trancher là-dedans, d'entrer là-dedans. C'est trop brûlant, quoi. Et du coup, j'ai essayé de trouver une façon un peu plus avec de la distance, en prenant un texte, des morceaux de texte de Conrad, donc Au cœur des ténèbres, parce qu'il y a ce rapport à l'autre qui est, comme c'est un grand écrivain, c'est magnifique, donc c'est des phrases très denses, c'est des phrases qui universalisent la chose, c'est pas du tout telle chose ou tel naufrage ou telle arrivée de migrants, c'est plutôt une chose universelle. Et c'est surtout qui est l'étranger, en fait. Comment imaginer que l'autre qu'on voit, même s'il est complètement différent, c'est un humain quand même. Comment se dire que ces gens-là ne sont pas dangereux, par exemple. Ce ne sont pas des criminels, ce sont des gens... Bon. Tout ça, ça existe dans Conrad, mais d'une façon très, très forte. Et sans du tout de sentiments, de psychologie ou des choses comme ça, c'est juste comme une fresque, en fait. Et ça m'a beaucoup servi, ça, parce que c'est avec quelques phrases comme ça que je guide le public. C'est comme des sous-titres, quoi, dans la musique. Et finalement, les gens, en tout cas, quand on l'a joué à Berlin, tout ça, les gens étaient très émus à la fin. Parce que le texte est émouvant. Et moi, pour une fois, j'ai essayé vraiment, c'est pas mon cas d'habitude, mais là, j'ai essayé vraiment d'émouvoir le public, quoi. Pas en faisant, comme on dit, du sentiment, tout ça, je déteste ça, mais arriver à trouver la profondeur de ce drame, quoi. En fait, c'est plutôt... L'émotion vient plutôt de la confrontation du texte avec la musique.
Vous êtes grec d'origine. Et quelle place prend la tragédie antique dans votre œuvre, même si c'est pas l'unique référence pour vous, puisqu'il y a aussi, vous convoquez aussi l'Antigone de Racine ou Hamlet de Shakespeare par l'intermédiaire d'Heiner Müller, par exemple, dans votre œuvre. Mais la tragédie antique. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, on faisait ça à l'école un peu. Et puis après, j'ai beaucoup lu ça parce que mon père avait à peu près tous les bouquins à la maison. Il adorait ça. Donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est pour aujourd'hui, je parle pour notre vie à nous, c'est de voir comment il raconte l'itinéraire de quelqu'un dans la vie. Ça veut dire comment tout est possible au début, et peu à peu les choses se ferment, les portes se ferment. Et le destin, enfin le fil fait que on arrive là où on en est, quand la tragédie commence. Et comment ces choses-là sont inéluctables, en fait. C'est un petit peu comme ceux qui jouent au casino, quoi, qui jouent à la roulette ou je sais pas quoi. Sauf qu'il y a, évidemment, dans la tragédie, il y a la volonté humaine, c'est pas que le hasard, mais c'est très important pour moi, ça. Je pense même par rapport à... j'ai écrit une pièce qui s'appelle Dark Side, qui est une pièce sur Clytemnestre, que j'avais écrit quand il y a eu la première guerre du Golfe. J'imaginais donc Clytemnestre en attendant son mari revenir de la guerre, en fait, Agamemnon. Et j'imaginais le couple américain, le président et la présidente. J'imaginais cette guerre complètement absurde, enfin, et le retour du guerrier. Donc, c'était une espèce de projection du retour du guerrier, du crime de Clytemnestre, qui assassine son mari, en fait. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est de trouver un personnage de Clytemnestre complètement autre, c'est-à-dire beaucoup plus, comment on peut dire, en tout cas, pas du tout le côté justement criminel mais quelqu'un qui, comme aujourd'hui, on fait des choses et après les criminels disent mais je ne savais pas que c'était comme ça. Je ne savais pas que j'étais capable de faire ça. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Les gens disent tout le temps je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas déclaré mes impôts. Je ne comprends pas. Les gens ne sont pas, on dirait qu'ils se cachent derrière une espèce de choses infantiles comme ça. Et donc, elle, je l'ai traitée un peu comme ça. C'est-à-dire, elle raconte tout le temps ce qu'elle a fait, mais il n'y a pas de pathos, c'est comme quelque chose à la fois elle est fière, à la fois pas, à la fois elle est contente d'avoir fait ça, et à la fois elle ne sait pas très bien pourquoi elle a fait. Enfin, bon, c'est une façon dont je l'ai senti comme ça dans le texte. Et en fait, c'est François Regnault qui a retraduit les monologues de Clytemnestre, de la tragédie, et j'ai travaillé dessus pour faire des digressions et des choses comme ça. C'est lui, mon époux, mort par cette main droite, la mienne, travail d'une juste ouvrière. Ma vie sanglante, c'est elle, ma vie sanglante, ta verse, c'est elle, ma vie qui ne jouit pas moins. Quand je brûle, quand, venu dans la nuit, plus une larme, la pointe perçante, je dis, c'est lui. Qu'elle revienne, assoiffée, qu'elle revienne, là de sorceler, nuit rêve, le sauf qu'écrit, reviens, reviens.
On l'entend là dans ce que vous dites, le théâtre est très présent dans votre travail. Vous avez développé des formes de théâtre musical, vous avez travaillé avec Antoine Vitez, avec Peter Brook. Comment vous définiriez cette place singulière du théâtre dans votre travail? Bon, c'est venu un peu... C'est venu un peu tout seul, hein, parce que c'était en moi, ça. J'imaginais toujours la musique comme une source d'action, quoi. Pas que sonore. Et donc, il y avait ça. Il y avait la rencontre du théâtre à travers ma femme, Edith, que j'ai rencontrée ici. Voilà. Et puis, la rencontre avec Antoine Vitez, qui était pour moi très importante, parce que c'était... la première fois que je voyais un théâtre pareil, quoi. J'avais vu sa pièce sur Faust de Goethe, c'était une mise en scène extraordinaire. Donc à partir de là, on a commencé à travailler ensemble. J'ai fait à peu près, je crois, presque toute la musique de scène de lui, d'abord à Ivry, au théâtre du quartier d'Ivry, ensuite à Chaillot, jusqu'à la Comédie Française. Et j'ai beaucoup appris là. J'allais beaucoup aux répétitions parce que c'était une joie d'être là et de voir comment les acteurs étaient dirigés, comment ils étaient contents d'être dirigés comme ça, comment eux-mêmes trouvaient d'autres solutions. Et c'était pour moi une chose très importante. Et après, je suivi Brook un peu la première année quand ils étaient au Bouffe. Revenant d'Afrique, ils avaient fait une tournée en Afrique. Et là, c'était une autre façon de faire qui m'a beaucoup frappé. C'était une façon d'accoucher les gens. C'est-à-dire que de prendre chez eux ce qu'il y avait, mais qu'ils ne savaient pas eux-mêmes. Donc il fallait les aider à sortir ça. Presque à leur, enfin, pas à leur insu, mais presque. Et ça c'était vraiment une chose très émouvante à voir, parce que c'était pour moi une façon pas seulement de respecter l'autre, mais de faire confiance à ce qu'il emmenait, qui était particulier à lui, quoi. Je voudrais vous citer dans une émission sur France Culture. Vous aviez dit « Chaque fois, les interprètes ont envie d'ajouter du théâtre, d'ajouter une explication à ce qui se passe. Je pense qu'il ne faut pas comprendre ce qui se passe. Il faut se laisser aller, parce qu'une fois qu'on comprend qu'il s'agit d'une telle situation précise, on n'écoute plus la musique, elle n'a plus raison d'être. Sa raison d'être, c'est d'être complètement mentale et sans aucune explication. » Je voulais vous demander ce que vous vouliez dire par sa raison d'être, c'est d'être complètement mentale. C'est-à-dire que, disons que ce qu'on appelle le théâtre musical ou les actions avec musique ne sont pas faites comme du théâtre avec une situation et des personnages. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'évolution théâtrale dans la musique. Et à un moment donné, il y a peut-être des allusions à des situations possibles, mais elles ne sont pas précisées. Si elles sont précisées, comme elles n'évoluent pas théâtralement, et le public s'embête parce qu'il sait qu'il s'agit de quelque chose de très précis, mais sauf que cette chose-là n'évolue plus. Par contre, si la musique fait des allusions à certaines situations ou à un personnage possible, mais que tout ça soit fugitif, qu'on passe d'une chose à l'autre, à ce moment-là, la musique distribue les choses. Et là, le public cherche toujours à savoir quelle est la situation, qu'est-ce qui se passe exactement. Et tant qu'il cherche, il a les antennes grandes ouvertes, et puis il écoute tout pour avoir des renseignements, pour savoir ce qui se passe exactement. Par exemple, si vous chantez un monologue d'une façon où vous surchargez avec du théâtre, un certain théâtre, et vous voulez amener le public pour dire, voilà, je suis malheureux parce que, je ne sais pas quoi, on peut faire penser que c'est un personnage malheureux, mais peut-être, mais on ne sait pas. Est-ce que vous diriez que le sens étouffe la résonance ?
Ah, pour la musique, oui, je pense. Il peut y avoir du sens, mais fugitif. Il peut y avoir des fausses pistes. Il peut y avoir des... Ah, je croyais que c'était ça. Non, c'est pas ça. Ça, oui. Mais oui, sinon, ça étouffe. Alors, il y a un motif qui revient souvent. Là encore, on vient de... Vous venez d'en parler dans vos commentaires sur vos œuvres. C'est la nécessité de, je vous cite, de garder la distance aux choses. Vous en avez parlé au sujet de Conrad, par exemple. Oui. De retirer la charge, le poids des affects. Qu'est-ce que cela signifie ? Ne pas être au premier degré, quoi. Ne pas... disons qu'une fois... moi, je travaille d'une façon à arriver à cette idée dont vous avez parlé, c'est de travailler à plusieurs étapes par rapport à une pièce. C'est-à-dire de faire énormément d'esquisses, et de détails. Imaginons que c'est une maison, par exemple. Il y a des détails d'une poignée, il y a une idée de fenêtre, il y a aussi les fondations. Tout ça est mêlé. Et ça fait une espèce de puzzle. Et là, dans les détails, il y a de la vie et il n'y a pas de distance. C'est les choses qui me viennent, voilà, avec pas mal de choses formelles aussi qui sont mélangées, mais disons que c'est la chose la plus immédiate qui sort. Ensuite, il y a la construction de tout ça pour fabriquer la maison. Et là, le fait même de le faire en 2 étapes, il y a une distance qui s'est faite, puisque ces musiques-là, je les relis autrement. Et puis je suis prêt à les détruire, même à les couper, parce que c'est les résultats de la maison qui comptent, c'est la construction. Et donc là, je n'ai aucune... Ces musiques-là, pour moi, sont des briques, mais elles sont interchangeables. Je peux prendre quelque chose d'autre. Je veux dire, je n'ai pas une grande considération pour ces musiques-là, une fois qu'elles sont faites. Et ce qui me porte, c'est la mise en page, c'est faire le montage, le mixage de tout ça. Et souvent, ça transforme complètement même leur substance à ces esquisses du début. Et donc, ça fait quelque chose qui n'est pas... disons que la pièce, c'est la pièce et moi, je suis moi. On n'a plus tellement de... C'est comme un enfant, en fait. Une fois qu'il est là, on le suit, mais c'est à lui de faire. Et souvent, c'est la pièce qui... Enfin, c'est certaines choses, certaines rencontres, par hasard, hein, qui se font pendant l'écriture, qui font que la pièce va dans ce chemin-là plutôt que dans un autre. Après, il faut suivre, il faut prendre le risque de se perdre aussi, mais ça, j'aime bien. Justement, à propos de l'enfance, dans votre répertoire pour piano, que ce soit au sujet des secrets élémentaires de print music ou dans le mur, oui. Vous faites référence à l'enfance et à la musique que vous entendiez enfant, et vous dites qu'il s'agit de retrouver les choses, mais vidées de l'affect. Ouais. Et puis aussi au sujet de votre travail sur la voix, vous parlez souvent de traiter la voix sans affect. Alors, vider l'affect des choses, est-ce que vous diriez que c'est le mouvement principal de votre création ? En tout cas, c'est une préoccupation que j'ai, pas mal. C'est une façon de retrouver des couleurs anciennes, mais vidées, quoi. C'est-à-dire, je pensais beaucoup aux choses imprimées, que ce soit des des ou même les choses qui répètent. Le papier peint. Et le papier peint, beaucoup, dans les hôtels, oui. Enfin, dans les hôtels ou ailleurs. C'est, oui, la répétition du motif, la répétition de la même chose, ce qui fait qu'elle ne raconte plus rien. On voit une rose 300 fois, 400 fois sur le mur, donc c'est plus une rose, c'est autre chose. Du coup, le même accord qu'on pourrait, ancien, qu'on pourrait croire qu'il est utilisé pour des raisons de retour à une harmonie ancienne, de nostalgie, quoi. Là, ce n'est pas du tout le cas, c'est les mêmes accords, mais qui n'ont plus la même relation entre eux, et qui sont répétés de façon à ce qu'ils perdent leur contenu émotif.
à la fin des années 70, vous êtes centré sur le traitement du phonème, Oui. Comme une réduction du sens au son de la langue. Alors, j'ai 3 exemples là en tête. Histoire de loup, Oui. d'après l'homme au loup, de Freud. Oui. Et vous précisez que c'est la première fois que vous cassez les phonèmes et vous faites entendre, je vous cite, la couleur de la musique des langues, avec le russe, l'autrichien, le français. Il y a également, bien sûr, vos récitations, qui mettent l'accent sur l'articulation et la voix plus que sur le sens. Oui. Et puis, je pense également à machination, Oui. où vous dites que vous traitez les phonèmes comme des cailloux manipulables. Est-ce que vous diriez que le mot devient un objet musical ? Oh oui, je crois. Oui, oui. C'est venu... En fait, c'est venu pour Histoire de loup, comme vous avez dit, donc les différentes choses très liées aussi avec la psychanalyse, c'est-à-dire comment les mots viennent finalement, et pourquoi ces mots-là plutôt que d'autres. C'est ce que j'ai essayé de faire souvent dans cet opéra, c'est que les mots sont même dans l'air, pas dans une syntaxe, mais juste... flotte, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, je ne sais pas combien de chanteurs il y avait, 12. Et on sent des mots qui viennent, mais qui ne racontent rien, juste des sonorités dans le vide, quoi. Et que tout d'un coup, ces mots-là formulent quelque chose, une phrase ou un sens ou un agglomérat. Voilà. Et donc, à partir de là, ça m'a fait penser à que les mots sont des objets musicaux qu'on peut traiter exactement comme des sons d'instruments, sauf qu'ils ont du sens. Et donc à partir de là, le travail, c'est de savoir est-ce qu'on veut qu'il y ait du sens ou pas, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'il faut vider un peu le sens pour que est-ce qu'il faut concasser les mots de façon à ce que le son, l'aspect sonore soit en premier plan? Est-ce que tout d'un coup, tel mot, si on appuie dessus, peut donner un éclairage en se disant, il y a peut-être... ça fait allusion à quelque chose comme ça. Puis après, mais c'est pas volontairement des choses à raconter. C'est faire penser, mais très vite. C'est presque avant qu'on puisse penser, même que ça parte dans le cerveau avant qu'on se dise, tiens, il dit ça. Non, c'est fini déjà, il est passé à autre chose. Comment aller vite en faisant comme ça circuler des choses dans la tête, quoi. Du spectateur, de l'auditeur. C'était ça l'idée. Et l'art et la musique. C'est ça, ouais. Oui, je pense. Enfin, pour moi, en tout cas. Ouais. Hat la tut kor lut, hat lut kokarat, lut kokarap, hat lut kokar, lut kokarap, hat kokarap, hat lut kokarap, avlos, korapap, hat lut kokarap, havlos, havlos demon hat, haslos, lut kokarap, havlos, los demon lut hat, los dot, lut kokarap, havlos dot, lut dot demon lut string, los dot mon lut hat, haban lut une, mon lut, kot mon lut, mon lut, havlos demon lut string, lut Hat lut la tut kor lut, hat lut kokarat, lut kokarap, lut kokar, lut kokarap, kokarap, hat lut kokarap, havlos, korapap, hat lut kokarap, havlos, havlos demon hat, havlos, lut kokarap, havlos, los demon lut hat, los dot, lut kokarap, los dot mon lut string, los dot mon lut, hat an lut une, mon lut, kot mon kan hap, mon lut, havlos demon lut string, lut, my hat an hap, mon lut, une kot que mon cœur, string and hap, havlos et string, mon lut string. Hat la lut kor lut, hat lut kokarat, lut kokarap, lut kokar, lut kokarap, kokarap, hat lut kokarap, havlos, korapap, hat lut kokarap, havlos, havlos demon hat, havlos, lut kokarap, los demon lut hat, los dot, lut kokarap, los dot mon lut string, los dot mon lut, hat adam lut, mon lut, kot mon kat hap, lut, havlos demon lut string, lut, my hat an lot mon lut, une kot que mon cœur, string, and rap, havlos, string, mon lut. Et votre travail sur la voix s'articule au corps conçu comme artifice, comme une machine. Vous dites que l'image du corps a changé avec l'usage de la machine vers un corps polyphonique. Oui. Qu'est-ce que c'est un corps polyphonique ? Déjà, il y a des corps polyphoniques. Si on voit les danses
indiennes, par exemple du Kathakali, où on a déjà le visage polyphonique parce qu'ils arrivent à faire des choses avec les muscles du visage indépendantes. Donc, et puis le corps, tout est indépendant en fait, c'est une folie. Mais là maintenant, il y a le corps polyphonique, c'est qu'il y a des gens, dans mon dernier spectacle, je parlais de ça en fait, qui se robotisent eux-mêmes. C'est-à-dire que... Vous parlez de Thinking Things. Voilà, voilà. Donc c'est en train de se faire, c'est-à-dire que c'est pas dans le futur. Aux États-Unis, c'est même assez courant. Donc il y a des gens qui ont des choses, des implants, qui ont des choses pour les aider à attraper, des choses, enfin, des exosquelettes. On va vers des corps avec des annexes, avec des prolongements. Et ça, c'est assez effrayant et en même temps, c'est assez intéressant pour la musique. Parce que si on a 4 mains, par exemple, on peut faire beaucoup de choses. Non, mais c'est juste pour rigoler que je dis ça, mais c'est intéressant de voir comment un corps peut... Il y a des gens qui veulent, par exemple, voir la nuit. Donc, ils se mettent des choses dans les yeux pour voir la nuit. Il y en a qui veulent entendre des choses. Enfin, il y a un marché de robotisation du corps humain qui est très important. Mais ça va même au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ils ont une imagination incroyable là-dessus, ceux qui fabriquent ça. If you can convert brain waves into an electrical signal, you can copy it well enough to fool the receiving device. I don't have any secrets. There is a lot going on in people's heads. Et vous dites, moi j'aime bien, ça revient à ce dont on parle là, j'aime bien débrancher tout ce qui est branché d'habitude ensemble, c'est-à-dire le souffle, la voix, la couleur de la voix, les dents. Donc si c'est une polyphonie entre les dents, le souffle, la couleur de la voix, c'est compliqué pour une seule personne, donc ça crée des résistances. Oui, ah oui, ça résiste, le corps résiste, hein, mais comme ça crée des résistances, de jouer des choses tellement compliquées, justement, avec plusieurs rythmes à la fois, quand on joue du piano, par exemple, ça résiste, ça va pas de soi. Il faut arriver, il faut conquérir ça. Et c'est pareil pour la voix, il faut conquérir cette virtuosité de passer du souffle au son parlé, au son avec les dents serrées, bon. Et donc ça crée une polyphonie en fait. Et ça, cette résistance-là de l'interprète, elle vous intéresse particulièrement? Moi, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, de façon de brancher, oui, ça m'intéresse. Tout mon truc, enfin, toute ma façon de voir, c'est là-dessus, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est, par exemple, par rapport au théâtre, c'est exactement ça, c'est de débrancher tout. C'est-à-dire que les éclairages sont indépendants, la musique est indépendante, les textes, il y a plusieurs textes possibles, tout est indépendant et on recrée quelque chose sans hiérarchie, sans dire le texte est primordial et ensuite on fait la musique. Non, on fait tout en même temps. C'est des lignes comme une fugue, quoi. C'est des lignes et puis on construit avec tout ça en même temps. Et c'est une façon d'avoir, en tout cas, préalablement, de brancher tout ce qui était branché pour raconter une chose. Ce qui
qui m'intéresse pas trop en fait. Merci beaucoup Georges Apergis. Merci à vous, merci. See.